l'organisatrice du mariage de ma sœur a appelé pour dire que j'avais été retiré de la liste des invités à la demande de la famille. Je n'ai pas appelé ma sœur. Je n'ai pas appelé mes parents. Je suis simplement resté assis dans ma voiture pendant 40 minutes. 3 semaines plus tard, mon père s'est présenté à ma porte en larmes. Je m'appelle Julien. J'ai 34 ans et je veux vous raconter le pire appel téléphonique que j'ai jamais reçu. Une fois, un agent des impôts m'a appelé pour me dire que je devais 10 000 € à cause d'une erreur administrative datant de 2019. Donc, la barre était déjà placée assez haut. Je dois d'abord vous donner un peu de contexte, car cette histoire n'a aucun sens sans cela. J'ai grandi dans une petite ville près de Saint-Étienne. Le genre d'endroit où tout le monde est au courant de vos affaires avant vous. Mes parents s'appellent Henri et Françoise. Mariés depuis 41 ans. Pratiquant, la totale. Mon père est un électricien à la retraite et ma mère a travaillé à l'accueil d'un cabinet dentaire pendant une vingtaine d'années. Des gens bien à tous points de vue, le genre de personnes qui apportent des gratins quand quelqu'un est malade et qui disent toujours bonjour au facteur. J'ai une sœur, Juliette. Elle a 29 ans, 5 ans de moins que moi, et je l'aime. Je veux le dire d'emblée, car ce que je vais vous raconter pourrait vous faire croire le contraire, mais je l'aime. Je l'aime depuis le jour où mes parents l'ont ramenée de la maternité, et où j'ai essayé de lui donner un Lego à manger parce que je trouvais qu'elle avait l'air d'avoir faim. Nous étions proches en grandissant, pas les meilleurs amis du monde, mais solides. Elle venait me voir quand elle avait des peines de cœur. J'allais la voir quand j'avais besoin que quelqu'un me dise que je me comportais comme un idiot. Ça fonctionnait. Mais voici la chose concernant ma famille que j'ai mis beaucoup trop de temps à comprendre. Il y avait toujours un courant sous-jacent à tout. Cette hiérarchie subtile et tacite, et Juliette était au sommet. Pas d'une manière cruelle, ni à la façon de Cendrillon, plutôt comme une force gravitationnelle. Tout gravitait simplement autour d'elle. Quand elle était au lycée, les dîners de famille tournaient autour de son emploi du temps pour ses activités extrascolaires. Quand elle a été acceptée à l'université à Lyon, on aurait cru qu'elle avait guéri une maladie. Quand j'ai obtenu mon BTS en génie climatique 2 ans plus tôt, mon père a dit « Bien. Maintenant, tu vas pouvoir réparer la chaudière à la cave. » Je n'invente rien. Ce fut l'intégralité de sa réaction. Je ne lui en tenais pas rigueur, du moins pas consciemment. Je me disais que c'était simplement comme ça que fonctionnaient les familles. La plus jeune attire l'attention. L'aîné gagne son indépendance. J'avais ma propre vie. J'avais déménagé à Lyon à 23 ans, j'avais commencé à travailler pour une entreprise de taille moyenne dans le domaine de la climatisation, puis j'avais gravi les échelons pour devenir installateur principal, et enfin responsable du service. J'ai acheté une petite maison à Villeurbanne quand j'avais 28 ans. Rien d'extravagant, mais c'était à moi. J'ai rencontré ma femme, Camille, lors d'un repas de grillade organisé par mon ami Marc. C'était une assistante dentaire avec un rire capable de remplir un stade et une politique de tolérance zéro pour les bêtises. Nous nous sommes mariés quand j'avais 31 ans. Petite cérémonie, 60 personnes, dans le jardin de chez ses parents à Écully. C'était parfait. Ma famille est venue au mariage. Ils ont été polis. Ils ont souri sur les photos. Mais ma mère a passé la moitié de la réception à parler aux gens du nouveau petit ami de Juliette, Thibaut, qui était apparemment une sorte d'étoile montante dans une société d'immobilier d'entreprise. Et mon père a porté un toast qui parlait à peu près à 40% de moi et à 60% de la fierté qu'il éprouvait pour ses 2 enfants. Lors de mon mariage, Camille l'a remarqué. Elle n'a rien dit ce soir-là, mais quelques semaines plus tard, elle a demandé très doucement, « Tes parents parlent-ils toujours autant de Juliette ?» Et je n'avais pas de bonne réponse. Faisons un bond de quelques années. Juliette et Thibaut se sont fiancés. Grosse bague, grande annonce, tout en grand. Ma mère m'a appelé pour me l'annoncer, et elle pleurait littéralement de bonheur. Elle a parlé pendant 25 minutes d'affilée de la demande en mariage. De la façon dont Thibaut avait privatisé un toit-terrasse dans le centre de Lyon et engagé un violoniste. De la façon dont Juliette a tout de suite compris en voyant les bougies. De la façon dont la bague avait été conçue sur mesure et présentait une sorte de taille ancienne qui, j'en suis sûr, a coûté plus cher que ma première voiture. J'ai dit tout ce qu'il fallait. Félicitations. Je suis tellement heureux pour elle. Thibaut a l'air d'être un type génial. Et je le pensais vraiment, en grande partie. Mais je mentirais si je disais que ça n'a pas un peu piqué quand,
2 mois plus tard, j'ai appelé ma mère pour lui dire que Camille et moi attendions notre premier enfant et qu'elle a répondu « Oh, c'est merveilleux ». Avec le même ton que l'on utiliserait si quelqu'un vous disait qu'il a trouvé une bonne affaire sur de l'essuie-tout. Elle a posé une seule question supplémentaire, à savoir la date prévue de l'accouchement. Puis elle est revenue directement sur les préparatifs du mariage, car Juliette traversait apparemment une crise concernant la hauteur des centres de table. Mon futur enfant avait été reconnu et classé en moins de 90 secondes. Notre fils Léo est né 7 mois avant le mariage. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. C'est toujours le cas. Un petit bonhomme potelé avec les yeux de Camille et mon entêtement. J'ai pensé que le fait d'avoir un petit-fils allait peut-être changer la donne, donner à mes parents une raison d'être plus présents dans ma vie. Et, pour être juste, ils sont venus nous rendre visite 2 ou 3 fois, mais les séjours étaient courts et les conversations déviaient toujours vers l'organisation du mariage. Le mariage de Juliette était devenu une occupation à temps plein pour ma mère. Elle était impliquée dans chaque décision. Le lieu, les fleurs, la couleur des serviettes. Je ne savais même pas qu'il y avait des couleurs pour les serviettes, mais apparemment, choisir entre champagne, ivoire et écru chaud était une question de vie ou de mort. On m'a demandé de faire partie du cortège nuptial très tôt. Juliette m'a appelé elle-même, ce que j'ai apprécié. Elle me voulait comme témoin du côté de Thibaut, ce qui était un peu bizarre puisque je connaissais à peine ce type, mais j'ai répondu, bien sûr. J'ai loué le costume qu'ils avaient choisi, qui m'a coûté 400 € au passage, et j'ai commencé à m'organiser pour prendre mon week-end. Camille et moi avons même réservé un petit gîte près du lieu de réception pour ne pas avoir à faire le trajet de retour tard dans la nuit avec Léo. Tout allait bien, de manière normale, ou du moins ce qui passait pour normal dans ma famille. Puis, un mardi après-midi de mars, j'ai reçu un appel d'une femme nommée Amandine. Elle s'est présentée comme la coordinatrice du mariage et a dit qu'elle me contactait pour confirmer quelques changements récents concernant la disposition des invités. Je me suis dit que c'était une question de plan de table. Peut-être qu'il m'avait mis à une autre table. Elle a dit, et je n'oublierai jamais la formulation, je vous appelle pour vous informer qu'à la demande de la famille. Vous et votre accompagnatrice avez été retirés de la liste des invités. Nous voulions nous assurer que vous étiez au courant afin qu'il n'y ait pas de confusion le jour de l'événement. Je n'ai rien dit pendant environ 10 secondes. Amandine, à son crédit, a patienté. Puis j'ai dit, je vous demande pardon ? Retiré ? Oui, monsieur. La demande émane de la famille. Je ne suis pas au courant des détails, mais on m'a demandé de vous en informer directement. Je l'ai remercié, car apparemment, même quand quelqu'un vous annonce que votre famille vient de vous exclure du mariage de votre propre sœur, vous dites quand même merci. Les bonnes manières sont profondément ancrées, j'imagine. J'ai raccroché, posé mon téléphone sur le siège passager de ma camionnette et je suis resté assis là. J'étais garé devant un entrepôt de fournitures à la périphérie de Lyon. Je venais de terminer un travail et je suis resté dans cette camionnette pendant 40 minutes sans bouger. Je n'ai pas appelé Juliette. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé Camille. Je suis juste resté assis là, à fixer le volant, en essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. Et c'est ça qui m'a le plus perturbé. Je ne trouvais rien. Pas une seule dispute, pas une seule querelle, pas un seul mot dur. Je n'avais été que d'un grand soutien, rien que présent, rien que le bon frère qui répondait à l'appel et ne se plaignait pas. Et d'une certaine manière, ce n'était toujours pas suffisant. J'ai fini par rentrer chez moi ce soir-là. Camille était dans la cuisine en train de donner à manger à Léo. Elle a jeté un regard à mon visage et a dit, « Que s'est-il passé ?» Je lui ai raconté. Elle a posé la cuillère, s'est essuyé les mains sur un torchon et a dit, « Tu plaisantes. » Je ne plaisantais pas. Elle s'est assise en face de moi à la table, et aucun de nous n'a parlé pendant 1 minute. Puis elle a dit très doucement, « Tu vas les appeler. » Et j'ai répondu, « Non. » Je sais que cela semble froid. Je sais que certains d'entre vous pensent que j'aurais dû décrocher le téléphone immédiatement et exiger des explications, mais je veux que vous compreniez une chose. Toute ma vie, j'avais été celui qui faisait le premier pas. J'étais celui qui appelait en premier, qui faisait les 2 heures de route jusqu'à Saint-Étienne pour les fêtes, qui envoyait un message pour souhaiter un joyeux anniversaire, même quand on oubliait le mien. C'était toujours moi qui faisais l'effort, et j'étais fatigué. Si ma famille voulait que je sois absent du plus grand événement de l'année, ils pouvaient au moins avoir la décence de m'expliquer pourquoi.
Je n'allais pas leur courir après pour l'obtenir. 2 jours ont passé. Rien. Pas d'appel de Juliette, pas de message de ma mère, pas de message vocal sur mon répondeur de la part de mon père. Un silence comme si j'avais déjà cessé d'exister. Camille était furieuse. Cette sorte de fureur silencieuse qui est pire que les cris, car vous savez que cela signifie qu'elle a déjà pris sa décision au sujet de quelqu'un. Elle ne m'a poussé à rien, mais je pouvais voir sa mâchoire se crisper à chaque fois qu'elle regardait son téléphone, et il n'y avait toujours rien de la part de ma famille. Le 3e jour, j'ai enfreint ma propre règle. Je n'ai pas appelé, mais j'ai envoyé un message à Juliette. Je suis resté simple. J'ai dit, « Salut, j'ai reçu un appel de ton organisatrice de mariage me disant que j'ai été retiré de la liste des invités. Je voulais juste prendre des nouvelles et voir ce qu'il en est. » Désinvolte, aucune accusation. Je lui offrais une porte de sortie facile, une chance de dire qu'il y avait eu une erreur ou un malentendu, quelque chose. Elle n'a pas répondu pendant 6 heures. Quand elle l'a finalement fait, le message disait « Salut, Julien. Oui, nous avons dû faire quelques ajustements sur la liste des invités. L'espace est restreint et la famille de Thibaut est plus nombreuse que prévu. J'espère que tu comprends. Ce n'est rien de personnel. Ce n'est rien de personnel. » Ma propre sœur m'a retiré de son mariage et m'a dit que ce n'était rien de personnel. J'ai lu ce message probablement 30 fois. Camille l'a lu une fois et a dit, c'est un mensonge, et elle le sait. Parce que voici le détail qui remue vraiment le couteau dans la plaie. Le lieu qu'ils avaient réservé était une grange aménagée dans le Beaujolais, et cela pouvait asseoir 250 personnes. Je le savais parce que ma mère me l'avait dit environ 900 fois. Il ne manquait pas de place. Il manquait de volonté de m'avoir là. Je n'ai pas répondu au message de Juliette. Je suis resté assis là, mon téléphone à la main, à taper et à effacer environ 6 messages différents. L'un était en colère, l'un était blessé, l'un était si poli que ça m'en rendait malade. Je n'arrivais pas à trouver quoi dire qui n'allait pas déclencher une guerre ou me faire paraître désespéré. Alors, j'ai simplement laissé les choses telles quelles. Et puis, une semaine plus tard, j'ai découvert la vraie raison. Mon cousin Benoît est l'une de ces personnes qui sait tout sur tout le monde. Il est serveur dans un bar à Saint-Étienne et il entend des choses. Il m'a appelé un jeudi soir et m'a dit, « Mec, il faut que je te dise un truc et ça ne va pas te plaire. » Il m'a raconté qu'il avait assisté à une réunion de famille le week-end précédent à laquelle, de toute évidence, je n'étais pas invité, et il avait surpris ma mère en train de parler à ma tante. D'après Benoît, la raison pour laquelle j'avais été écarté du mariage était la mère de Thibaut, une femme prénommée Béatrice, que j'avais rencontrée exactement 2 fois. Béatrice avait apparemment exprimé des inquiétudes quant à l'image du cortège et de la liste des invités. Plus précisément, elle ne voulait personne qui puisse nuire au prestige de l'événement. Laissez-moi traduire cela pour vous. La famille de Thibaut était riche, du genre riche avec une carte de membre au club de golf. Son père était un chirurgien orthopédiste à la retraite. Sa mère présidait des galas de charité. Sa sœur était allée dans une grande école de commerce et était maintenant mariée à un banquier d'affaires à Genève. Ils passaient leurs vacances à Courchevel et avaient des avis sur le vin qu'ils partageaient, qu'on le leur demande ou non. Et moi, j'étais un chauffagiste. Je conduisais une camionnette avec le logo de mon entreprise sur le côté. Je portais des chaussures de sécurité plus souvent que des chaussures de ville. Mes mains avaient des callosités dues au travail manuel. Et le restaurant le plus chic où j'étais allé au cours de l'année écoulée était une brasserie réputée à Lyon où Camille et moi étions allés pour notre anniversaire de mariage. Dans le monde de Béatrice, cela faisait de moi un boulet, une tache sur l'esthétique. Apparemment, elle avait dit à Juliette et à mes parents qu'avoir un frère artisan dans le cortège ne correspondait pas à l'image qu'elle envisageait pour les photos et l'événement. Et ma sœur et mes parents ont simplement suivi le mouvement. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas riposté, ils n'ont pas dit « c'est notre fils, et il sera là ». Ils se sont juste couchés. Je veux que vous preniez un instant pour réfléchir à ça. Mon père et ma mère, les personnes qui m'ont élevé, qui m'ont regardé bâtir une carrière à partir de rien, qui se sont assis chez moi et ont mangé la nourriture que je payais avec l'argent que je gagnais avec mes mains. Ces personnes ont accepté de m'effacer du mariage de leur fille parce qu'une femme riche pensait que je n'avais pas assez de classe. Benoît m'a dit que les mots exacts de ma mère étaient « c'est juste plus facile ainsi ». Julien comprendra. Julien comprendra.
Comme si j'étais une sorte de distributeur automatique d'émotions qui absorbe tout ce qu'on lui jette et continue de fonctionner. Je n'ai pas dormi de la nuit. Camille m'a tenu dans ses bras dans le lit et j'ai fixé le plafond jusqu'à environ 3 heures du matin. Je n'étais pas triste. J'avais dépassé le stade de la tristesse. J'étais dans cet état où la blessure fait une boucle et devient quelque chose d'aiguisé et de clair. J'ai commencé à repenser à chaque fête où j'avais été une pensée de dernière minute. À chaque remise de diplôme qui avait suscité un haussement d'épaule. À chaque coup de fil qui durait 5 minutes parce qu'il devait raccrocher, Juliette appelait sur l'autre ligne. À chaque fois que j'avais conduit 2 heures avec un plat à gratin sur les genoux et un sourire sur le visage, juste pour me sentir comme un invité dans ma propre famille. Le lendemain matin, je me suis levé, j'ai préparé du café, j'ai embrassé Léo sur la tête et j'ai dit à Camille que j'en avais fini. Pas fini avec ma vie. Pas fini d'être une bonne personne, mais fini de jouer la comédie pour des gens qui ne m'accordaient aucune valeur. Elle a hoché la tête et a dit, il était temps. Je veux être clair. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas envoyé de messages groupés colériques. Je n'ai rien publié sur Internet. J'ai juste arrêté. J'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'envoyer des messages. J'ai arrêté de prendre des nouvelles. Je me suis retiré de la même manière qu'il m'avait retiré. Discrètement, sans explication et sans regarder en arrière. Et vous savez quelle a été la partie la plus folle? Il leur a fallu 3 semaines pour s'en rendre compte. 3 semaines entières. Mes propres parents ne se sont pas rendus compte que j'étais resté silencieux pendant 21 jours. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pendant ce temps, j'ai rendu le costume de location à 400 €. J'ai annulé le gîte. J'ai récupéré mon argent sur les deux, heureusement, et je me suis plongé dans le travail. Mon patron, un homme nommé Bernard, parlait de développer l'entreprise vers des contrats professionnels, et je lui ai dit que je voulais diriger cet effort. Il m'a regardé comme si je venais de me porter volontaire pour désamorcer une bombe, mais il a dit oui. Le mariage avait lieu dans 3 semaines, et je n'avais pas l'intention d'y penser. Mais ma famille, en fin de compte, avait d'autres plans, car juste au moment où j'ai cessé d'être disponible, ils ont soudainement eu besoin de quelque chose de ma part. Et ce dont ils avaient besoin allait tout faire exploser. Les premières semaines qui ont suivi mon silence ont été dures, et je ne vais pas prétendre le contraire. Il y a une différence entre choisir de partir et l'accepter. J'avais choisi, mais je ne l'acceptais pas. Ma journée se passait bien. Le travail était intense. Léo grandissait à vue d'œil. Camille et moi étions solides. Mais ensuite, en rentrant chez moi le soir, une chanson passait à la radio qui me rappelait la vieille voiture de mon père, et ça me frappait comme un mur. Cette douleur profonde et lourde dans ma poitrine qui ressemblait à un deuil. Sauf que personne n'était mort. Ils avaient juste décidé que je ne valais pas le dérangement. Camille a été un roc à travers tout ça. Elle ne m'a jamais forcé à en parler quand je n'en avais pas envie et elle ne l'a jamais minimisé quand je le faisais. Un soir, j'étais assis sur la terrasse après que Léo se soit endormi, regardant simplement le jardin, et elle est sortie avec 2 bières et s'est assise à côté de moi sans dire un mot. Au bout de 10 minutes environ, elle a dit, « Tu sais, Léo ne se demandera jamais s'il est assez bien pour nous. C'est la différence que tu es déjà en train de faire. » J'ai dû rentrer à l'intérieur 1 minute après ça. J'avais quelque chose dans l'œil. Dans les 2 yeux, en fait. Le travail est devenu ma bouée de sauvetage. L'expansion commerciale pour laquelle je m'étais porté volontaire s'est avérée être un projet titanesque, mais dans le bon sens du terme. Bernard m'a donné une véritable responsabilité sur le sujet. Je rencontrais des gestionnaires d'immeubles, je rédigeais des propositions, je négociais des contrats d'entretien, des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Je restais tard, j'arrivais tôt, et pour la première fois de ma carrière, j'avais l'impression de ne pas faire qu'un travail, mais de construire quelque chose. En 6 semaines, j'avais décroché nos 2 premiers comptes professionnels, un complexe de bureaux de taille moyenne et une chaîne de cliniques médicales dans le département du Rhône. Bernard était ravi. Il a commencé à parler de faire de moi un associé. Laissez-moi le répéter, car j'ai encore parfois du mal à y croire. Un associé. Le chauffagiste qui n'était pas assez raffiné pour le mariage de sa sœur se voyait offrir une part dans une entreprise en pleine croissance. Je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Ils s'en seraient moqués, honnêtement, je ne voulais pas le partager avec eux. C'était à moi.
À peu près à la même époque, autre chose d'inattendu s'est produit. Des gens ont commencé à me contacter. Pas mes parents ni Juliette, mais d'autres membres de la famille. Benoît, évidemment, qui était devenu ma principale source d'information, mais aussi mon oncle Gérard, le jeune frère de mon père, qui m'a appelé à l'improviste un soir et a dit « J'ai entendu ce qui s'est passé, et je veux que tu saches que je trouve que c'est n'importe quoi. » Gérard avait toujours été le mouton noir de la famille, un charpentier qui vivait en dehors de la ville et qui ne tolérait pas les imbéciles. Il m'a dit qu'il avait déjà dit à mon père exactement ce qu'il pensait de la situation, et que ce n'était pas bien passé. Il a raconté, ton père s'est mis sur la défensive et a dit que c'était le mariage de Juliette et la décision de Juliette, ce qui était un moyen pratique d'éviter de prendre ses responsabilités. Gérard m'a aussi dit quelque chose qui a semé une graine que je n'ai pleinement appréciée que plus tard. Il a dit, ton père est stressé par le coût du mariage. Lui et ta mère ont mis une grosse partie de l'argent, et la famille de Thibaut n'arrête pas d'ajouter des choses et s'attend à ce que tes parents paient la moitié. Je pense que ton père est plus embourbé qu'il ne veut l'admettre. J'ai gardé ça dans un coin de ma tête et je n'y ai pas beaucoup réfléchi sur le moment. Camille et moi avons également commencé à nous faire de nouveaux amis. Notre voisin, un type nommé Mathieu, venait d'emménager au bout de la rue avec sa femme Céline et leur fille Chloé. Mathieu était pompier et probablement l'être humain le plus authentique que j'ai jamais rencontré. Le genre de gars qui vous aide à porter vos courses sans qu'on le lui demande et qui refuse ensuite que vous le remerciez. Il a apporté un pack de 6 bières le week-end où ils ont emménagé et a dit « Je ne connais encore personne ici. Alors, vous êtes coincé avec moi. » En moins d'un mois, nous étions comme de vieux amis. Nous avons commencé à faire des repas en plein air le week-end, en alternant les maisons, et c'était tellement rafraîchissant de normalité. Pas de drame, pas de classement, pas de comptage de points, juste de bonnes personnes qui se font du bien les unes aux autres. Céline et Camille se sont tout de suite bien entendues, elles aussi. Et très vite, nous faisions des soirées à 4 et emmenions les enfants au parc ensemble le samedi matin. C'est drôle comme lorsque l'on cesse de consacrer son énergie à des personnes qui ne vous apprécient pas, on a soudain de la place pour celles qui le font. Léo a eu un an au beau milieu de tout ça. Nous lui avons organisé un petit goûter d'anniversaire dans le jardin. Mathieu et Céline sont venus. Marc est venu avec sa petite amie. Quelques collègues de Camille se sont présentés. Nous avions un gâteau en forme de dinosaure parce que Léo était obsédé par un tyrannosaure en peluche qu'il trimballait partout. Ce fut une journée magnifique. Et aucun membre de ma famille n'était présent. Pas parce que je ne les avais pas invités. Je l'ai fait, en fait. Camille m'avait convaincu d'envoyer un message à mes parents avec la date et l'heure juste pour voir. Ma mère a répondu, nous allons essayer de venir, mais c'est le week-end du dernier essayage de la robe de Juliette. Ils ne sont pas venus. Ils ont choisi l'essayage d'une robe plutôt que le premier anniversaire de leur petit-fils. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé de façon permanente en moi. La douleur que je portais depuis le coup de téléphone d'Amandine n'a pas disparu, mais elle s'est refroidie. Elle est devenue quelque chose de solide et de gérable, comme une pierre que je pouvais mettre dans ma poche et porter sans qu'elle ne m'entraîne vers le fond. Je n'étais plus en colère. J'étais résolu. À une semaine du mariage, j'étais dans la meilleure forme de ma vie, professionnellement et émotionnellement. Bernard avait rédigé les documents d'association. J'allais devenir copropriétaire d'une entreprise dont les revenus devaient dépasser les 2 millions l'année suivante. Camille et moi avions commencé à chercher des maisons plus grandes car nous parlions d'avoir un autre enfant. Léo disait papa et essayait de manger des crayons de couleur, ce qui, m'a-t-on dit, est approprié à son développement et non un signe de mon échec en tant que parent. Je ne pensais pas du tout au mariage. J'étais sincèrement passé à autre chose, ou du moins je le croyais. Puis Benoît a rappelé, et ce qu'il m'a dit a fait s'emboîter toutes les pièces du puzzle d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Il m'a dit que la famille de Thibaut avait des exigences de plus en plus déraisonnables concernant le mariage. Il voulait un traiteur spécifique qui coûtait le triple du budget initial. Il voulait un groupe de musique en direct au lieu d'un animateur musical. Il voulait faire venir des fleurs par avion d'un endroit ridicule. Et mes parents, qui partageaient les coûts, étaient en train de se noyer. Mon père avait contracté un crédit sur la valeur de sa maison pour couvrir sa part. Ma mère avait retiré une partie de son épargne retraite. Ils étaient embourbés. Et Béatrice, la femme qui m'avait fait rayer de la liste des invités parce que je portais des chaussures de travail, traitait l'argent de mes parents comme une boîte à suggestions dans un club de golf.
Benoît a fait une pause et a dit, il y a pire. Le père de Thibaut, le chirurgien à la retraite, avait apparemment pris mon père à part lors d'un dîner et lui avait dit avec désinvolture, presque comme après coup, qu'il s'attendait à ce que le dîner de la veille soit également pris en charge par le côté de la mariée, ce qui, dans leur monde, signifiait apparemment mes parents. On parle de 15 à 20 000 euros supplémentaires en plus de ce qu'ils avaient déjà dépensé. Mon père, selon Benoît, a simplement hoché la tête et a dit qu'il allait trouver une solution. Qu'il allait trouver une solution. L'homme qui avait évincé son propre fils d'un mariage pour maintenir la paix avec ses gens allait trouver comment se ruiner pour obtenir leur approbation. Et personne ne m'avait appelé. Personne n'avait demandé d'aide. Personne n'avait même pensé à m'inclure dans la conversation. Je suis resté avec ces informations pendant environ 48 heures. Et au cours de ces 48 heures, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je veux être très clair sur un point avant de vous dire ce que j'ai fait. Je n'ai pas pris cette décision par vengeance. Je sais que cette histoire s'est construite vers un dénouement. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendent que je détruise quelqu'un, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé a été plus discret que cela et honnêtement plus douloureux pour toutes les personnes impliquées, moi y compris. Après que Benoît m'a parlé de la situation financière de mes parents, j'ai appelé Camille dans le salon une fois que Léo était au lit et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, et c'est comme ça que je sais qu'elle prenait la chose au sérieux, car Camille a normalement des commentaires à faire sur tout. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Alors, que veux-tu faire ?» Et j'ai répondu, « Je veux parler à l'oncle Gérard. » J'ai appelé Gérard le lendemain matin, je lui ai raconté ce que Benoît m'avait partagé. Gérard est resté silencieux pendant un long moment, ce qui est inhabituel pour lui car l'homme parle normalement comme s'il était facturé au mot et voulait en avoir pour son argent. Finalement, il a dit, « Ton père est trop fier pour demander de l'aide et trop effrayé pour dire non à ces gens. Il va se creuser une tombe. » J'ai demandé à Gérard s'il connaissait toute l'ampleur de la situation, combien mes parents devaient réellement. Il a répondu qu'il n'avait pas les chiffres exacts, mais que d'après ce qu'il avait pu reconstituer, ils allaient vers quelque chose dépassant les 60 000 euros au total, et ça continuait de grimper. Pour situer le contexte, la pension de mon père était modeste et les économies de retraite de ma mère avaient déjà été ponctionnées. Ils mettaient en péril leur avenir financier pour une fête. J'ai cogité là-dessus pendant un jour. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surpris moi-même. J'ai appelé une conseillère financière. Pas pour mes parents, pour moi. Voyez-vous, avec l'accord d'association que Bernard m'avait proposé, j'allais me retrouver dans une situation fiscale différente, et j'avais déjà prévu de m'asseoir avec quelqu'un pour structurer les choses correctement. Mais lors de cette réunion, j'ai aussi posé une question plus large. J'ai dit, si les parents de quelqu'un avaient contracté des dettes importantes pour un événement et étaient trop fiers pour l'admettre, quelle serait la manière intelligente de les aider sans encourager d'autres mauvaises décisions? La conseillère, une femme nommée Sophie, qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait l'énergie d'une bibliothécaire très patiente, m'a regardé une seconde et a dit, vous devriez poser des conditions, pas des obligations d'une manière manipulatrice. Mais de véritables conditions structurées qui protègent tout le monde. Cette conversation a jeté les bases de ce qui a suivi. J'ai aussi fait autre chose. J'ai contacté la demoiselle d'honneur de Juliette, une femme nommée Manon. Manon et moi nous étions d'ailleurs plutôt bien entendus au fil des années. C'était la meilleure amie de Juliette à l'université. Franche, sans drame, et elle avait toujours été plutôt gentille avec Camille. Je lui ai envoyé un message et lui ai demandé si on pouvait se parler. Elle m'a rappelé dans l'heure et la première chose qu'elle a dite a été, « Julien, je suis tellement désolé pour cette histoire de liste d'invités. » J'ai dit à Juliette que c'était mal. Cela m'a pris au dépourvu. J'ai demandé à Manon ce qu'elle savait. Elle m'en a dit plus que je n'espérais. Elle m'a dit que Juliette était de plus en plus stressée et que la famille de Thibaut avait essentiellement pris en charge l'organisation du mariage. Béatrice prenait des décisions et les présentait comme des faits accomplis et Juliette suivait le mouvement parce qu'elle ne voulait pas faire de vagues. Manon a dit que Juliette avait pleuré quand elle avait accepté de me retirer. Elle a ajouté que Juliette avait qualifié cela de décision la plus difficile qu'elle ait jamais prise, ce qui, honnêtement, m'a fait me sentir à la fois mieux et plus mal en même temps. Mieux parce que ma sœur ressentait apparemment quelque chose. Plus mal parce qu'elle l'avait ressenti et l'avait quand même fait. Manon a également confirmé ce que Benoît et Gérard m'avaient dit à propos de l'argent. Elle a dit que mes parents étaient visiblement stressés et que ma mère avait perdu du poids, pas d'une manière saine,
d'une manière à ne pas dormir, ne pas manger et à se noyer dans l'anxiété. Manon a dit qu'elle essaierait d'en parler à Juliette, mais que Juliette n'arrêtait pas de dire que la famille de Thibaut finirait par équilibrer les choses. Les mots exacts de Manon furent « Elle vit dans un fantasme, Julien. Ces gens utilisent tes parents comme un distributeur de billets. » Après cet appel, je savais exactement ce que j'allais faire, et je savais exactement quand. Le mariage était prévu pour samedi. Le dîner de la veille était vendredi soir. Je n'avais l'intention d'assister ni à l'un ni à l'autre. Mais je savais que la semaine qui les précédait était le moment où les factures finales arriveraient à échéance, et c'est à ce moment-là que mon père serait le plus désespéré. Je n'avais pas besoin de le chercher. Il me suffisait d'attendre. En attendant, j'ai travaillé avec Sophie pour mettre en place ce qu'elle appelait un plan d'intervention financière familiale. En gros, j'étais prêt à aider mes parents à couvrir leurs dettes, mais uniquement sous des conditions spécifiques. L'argent ne serait pas un cadeau. Ce serait un prêt structuré avec un plan de remboursement clair qu'ils pourraient réellement assumer. Et les conditions ne concernaient pas l'argent. Elles concernaient la prise de responsabilité. Je voulais une vraie conversation, pas un message, pas des excuses de seconde main par l'intermédiaire de Benoît. Une véritable reconnaissance en face à face de ce qui s'était passé et pourquoi. Je ne demandais à personne de ramper. Je leur demandais de me regarder dans les yeux et de me dire la vérité. Camille m'a aidé à rédiger les termes. Elle est plus douée avec les mots que moi. Et elle s'est assurée que le langage soit ferme mais pas cruel. Nous l'avons imprimé. 2 pages, claires, simples, justes. Je l'ai mis dans une pochette cartonnée sur le comptoir de ma cuisine et je l'ai laissé là. Puis j'ai attendu. Le mariage avait lieu dans 5 jours. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai joué avec Léo. J'ai fait griller des steaks avec Mathieu le mercredi soir et nous avons parlé d'absolument rien d'important et c'était parfait. Camille et moi avons regardé un film le jeudi soir, une comédie qu'elle avait choisie et sur laquelle je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit revenait sans cesse à cette pochette sur le comptoir. Vendredi matin, le jour du dîner de la veille, mon téléphone a vibré à 7 heures du matin. C'était un message de ma mère. La première communication de sa part en presque un mois. Il disait, « Julien, peux-tu s'il te plaît t'appeler ton père ? Il ne le dira pas, mais il a besoin de toi. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone, je me suis habillé et je suis allé travailler. Je sais ce que vous pensez. Que ça a l'air froid. Peut-être que ça l'était, mais j'avais passé 34 ans à être celui qui accourait quand ils avaient besoin de quelque chose. Et pour une fois dans ma vie, j'avais besoin qu'ils viennent à moi. Pas un message, pas un intermédiaire. C'est arrivé le samedi matin, le jour du mariage. J'étais dans mon garage en train de faire la vidange de ma camionnette parce que c'est ce que je fais quand j'ai besoin de ne pas penser. Léo était à l'intérieur avec Camille. C'était une matinée claire et fraîche à Lyon, le genre où l'air sent l'herbe coupée et les possibilités. Et puis j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. Je suis sorti de sous la camionnette et j'ai vu la vieille voiture de mon père garée derrière celle de Camille. Il était assis sur le siège conducteur. Il n'est pas sorti tout de suite. Je me suis levé, je me suis essuyé les mains sur un chiffon et j'ai attendu. Au bout d'environ 2 minutes, la portière s'est ouverte. Mon père est sorti, et la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il avait l'air d'avoir pris 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Son visage était tiré, ses épaules étaient voûtées et ses yeux étaient rouges. Il avait pleuré, peut-être même pleurait-il encore. Il a marché vers moi et s'est arrêté à environ 1,50 m comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de s'approcher davantage. Il a dit, « J'ai tout gâché, Julien. » Et c'est là que mes mains ont commencé à trembler. Mon père se tenait dans mon allée, avec l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 1 semaine. Sa chemise était froissée, ce qui peut ne pas sembler important, mais mon père repasse ses chemises. L'homme qui se tenait devant moi avait l'air de s'être habillé dans le noir et d'avoir conduit 2 heures en pilotage automatique. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là avec le chiffon plein d'huile à la main à le laisser parler. Il a dit, « J'aurais dû t'appeler le jour où c'est arrivé. J'aurais dû dire à cette femme d'aller au diable quand elle a dit ce qu'elle a dit sur toi. » Sa voix s'est brisée sur la dernière partie. Il s'est essuyé le visage avec le dos de la main et a continué. « Ta mère et moi avons laissé faire parce que nous avions peur. Peur de perdre Juliette. Peur de gâcher le mariage.
peur que la famille de Thibaut nous méprise, et pendant tout ce temps, la seule personne qui aurait dû compter se tenait juste ici et nous t'avons repoussé. J'ai laissé cela s'installer pendant quelques secondes. Puis j'ai dit, entre, papa. Nous nous sommes assis à la table de ma cuisine. Camille a apporté du café et a ensuite emmené Léo dans la pièce du fond pour nous laisser de l'intimité, mais pas avant d'avoir lancé à mon père un regard qui communiquait environ 15 choses à la fois. Aucune d'entre elles n'était particulièrement chaleureuse. Mon père l'a remarqué. Il n'a rien dit à ce sujet. Il m'a tout raconté, comment Béatrice l'avait abordé, lui et ma mère, lors d'un dîner 2 mois avant le mariage et expliqué dans cette façon polie qui n'est en réalité que de la cruauté déguisée. Que le mariage devait refléter l'image professionnelle de Thibaut et qu'avoir un artisan dans le cortège pourrait envoyer le mauvais message. Mon père a dit qu'il était resté assis là et n'avait pas protesté. Ma mère avait hoché la tête. Il a dit que la honte de ce moment le rongeait de l'intérieur. Il m'a parlé de l'argent, 63 000 € au total. Le crédit immobilier, le retrait sur la retraite de ma mère, un prêt personnel à leur banque, tout ça pour financer un mariage conçu par quelqu'un d'autre. La famille de Thibaut avait contribué pour un montant similaire, mais Béatrice n'arrêtait pas d'ajouter des coûts et de les diviser rétroactivement, de sorte que mes parents passaient leur temps à rattraper des factures qu'ils n'avaient pas acceptées. Mon père a dit qu'il avait eu trop honte pour dire quoi que ce soit parce qu'il ne voulait pas avoir l'air de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. Je lui ai posé une seule question. Est-ce que Juliette le savait? Il a fait une pause. Puis il a dit, elle en savait une partie. Elle ne savait pas pour la retraite. Je ne pense pas qu'elle voulait le savoir. Cette réponse m'a tout dit sur ma sœur à ce moment-là. Elle en savait assez pour être mal à l'aise, mais pas assez pour agir. Elle s'était isolée de la même manière que nos parents s'étaient isolés de la vérité sur la façon dont ils me traitaient. Tout le monde dans ma famille était expert pour détourner le regard. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au comptoir et j'ai pris la pochette. Je l'ai posée devant mon père et j'ai dit, « Lis ça ». Il l'a ouverte, a lu les 2 pages, puis les a lues à nouveau. Quand il a levé les yeux, ils étaient à nouveau humides. Mais il y avait autre chose. Un soulagement, a-t-il dit. Tu ferais ça? J'ai dit, je ne le fais pas gratuitement, papa. Il faut que tu lises les conditions. Les conditions étaient simples. Je couvrirais leurs dettes restantes structurées sous la forme d'un prêt avec un plan de remboursement adapté à leurs revenus. 0 intérêt, aucune pression sur les délais. En retour, je voulais 3 choses. Premièrement, une conversation familiale, tous les 4, où la vérité serait dite à voix haute sans aucune dérobade. Deuxièmement, des excuses écrites de ma mère car c'était elle qui avait dit « Julien comprendra », et j'avais besoin qu'elle le reconnaisse avec ses propres mots. Troisièmement, Béatrice devait savoir que j'étais au courant de ce qu'elle avait dit, pas une confrontation. Je voulais juste que ce soit su. Mon père a accepté les 3 sans hésitation. Il a signé le document juste là, à la table de ma cuisine. Puis il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que j'avais environ 12 ans. Il m'a serré dans ses bras et, pendant environ 30 secondes, il s'est accroché comme si j'étais la seule chose solide dans la pièce. Le mariage a eu lieu ce jour-là. Je n'y étais pas. D'après ce que Benoît m'a dit plus tard, c'était magnifique. Juliette était éblouissante. La grange était somptueuse, mais il y avait des failles. Mon absence a été remarquée, et mes parents ont donné de vagues réponses qui n'ont satisfait personne. Béatrice a été surprise en train de dire à quelqu'un, il a eu un empêchement professionnel, ce qui est une façon créative de décrire le fait d'être jeté hors de la vie de sa sœur. Manon m'a dit que Juliette a regardé le siège vide où j'aurais dû me trouver et a dû s'excuser pendant 10 minutes. La conversation familiale a eu lieu 2 semaines plus tard. Juliette et Thibaut ont conduit jusqu'à Lyon. Nous nous sommes assis dans mon salon, nous 4 plus Camille. Juliette a pleuré avant même que quiconque ne dise quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle avait laissé la pression de Béatrice prendre le pas sur son jugement, qu'elle avait sacrifié la seule personne qui ne demandait jamais rien. Elle a dit, tu étais facile à écarter parce que tu ne te plaignais jamais, et c'est la pire des raisons au monde. Ma mère a lu ses excuses manuscrites à voix haute. Elle a dit qu'elle avait passé des années à me prendre pour acquis parce que j'étais fiable et parce que les personnes fiables n'ont pas l'air d'avoir besoin d'attention. Elle a dit, j'ai oublié qu'être fort ne signifie pas que l'on ne souffre pas. Celle-là m'a brisé. Nous avons parlé pendant 3 heures.
Le moment le plus dur est survenu lorsque Camille a dit très calmement, le goûter du premier anniversaire de Léo avait un gâteau dinosaure et 12 personnes qui sont venues parce qu'elles voulaient être là. Votre petit-fils méritait de voir ses grands-parents ce jour-là. Ma mère a pris sa tête dans ses mains et je pense que cette seule phrase a fait plus de travail que tout ce qui a été dit dans cette pièce. Quant à Béatrice, mon père s'en est occupé. Il m'a dit qu'il s'était assis avec les parents de Thibaut et avait dit clairement, mon fils sait ce qui a été dit à son sujet, et je ne suis pas d'accord avec ça. Benoît m'a raconté que la réaction de Béatrice se situait quelque part entre la gêne et l'indignation. Mais le père de Thibaut avait apparemment l'air suffisamment mal à l'aise pour suggérer qu'il avait su depuis le début que c'était mal aussi. Thibaut lui-même m'a appelé quelques jours plus tard et s'est excusé directement. J'ai apprécié. Je lui ai dit que tout allait bien entre nous. C'était il y a 8 mois. Voici où en sont les choses maintenant. Mes parents remboursent le prêt lentement mais régulièrement. Ils ont réduit certaines dépenses et mon père a pris un travail de conseil à temps partiel auprès d'un entrepreneur en électricité locale. Ils vont s'en sortir. Ma mère m'appelle tous les dimanches maintenant, pas parce que je le lui ai demandé, mais parce qu'elle le veut. Elle me demande des nouvelles de Léo, de Camille, du travail. Elle fait des efforts et c'est sincère. Juliette et moi reconstruisons notre relation. Ce n'est plus ce que c'était et ça ne le sera peut-être jamais, mais elle est venue à Lyon en voiture le mois dernier pour déjeuner. Juste nous deux. Et elle a dit, je pensais qu'être la préférée était une bonne chose, mais tout ce que ça a vraiment fait, c'est de m'apprendre que l'amour était conditionnel et que celui de tous les autres était négociable. Ça a frappé plus fort que n'importe quelles excuses. Bernard et moi avons officiellement signé l'accord d'association. Je suis copropriétaire d'une entreprise qui vient de franchir les 2,5 millions de revenus annuels prévus. J'ai embauché 2 nouveaux techniciens le mois dernier. Camille et moi cherchons des maisons plus grandes dans la région. Quelque chose avec un jardin où Léo pourra courir et où sa petite sœur ou son petit frère pourra grandir car, oui, nous attendons un autre enfant prévu pour novembre. Mathieu et Céline ont organisé un petit repas en plein air pour fêter la nouvelle du bébé. Mes parents ont fait la route pour venir. Mon père a aidé Mathieu avec les grillades et ma mère a aidé Léo toute l'après-midi. Au moment de partir, mon père m'a serré la main à la porte et m'a dit « Je suis fier de toi, mon fils ». J'aurais dû le dire plus souvent. Je lui ai dit qu'il avait raison. Il aurait dû. Et puis je lui ai dit qu'on se verrait le mois prochain. Je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que tout est parfait. Il y a des jours où je repense à cet appel d'Amandine et où je ressens le fantôme de ces 40 minutes de silence dans ma camionnette. Ces cicatrices ne disparaissent pas juste parce que quelqu'un demande pardon. Mais voici ce que j'ai appris. Votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui sont censées vous aimer le plus. Parfois, ces personnes sont les dernières à le voir. Et quand elles le voient enfin, ce n'est pas parce que vous les avez suppliées de regarder. C'est parce que vous vous êtes tenu assez droit pour qu'elles ne puissent pas détourner le regard. Commentaire, je sais que le récit d'aujourd'hui résonne profondément en beaucoup d'entre nous. Parfois, le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir est de nous choisir nous-mêmes. Poser des limites claires ne signifie pas manquer de cœur, mais simplement refuser de laisser les autres définir notre propre valeur. Il faut un immense courage pour répondre à l'indifférence par la dignité plutôt que par la rancœur. La véritable guérison commence au moment où nous cessons d'attendre la validation de ceux qui refusent de nous voir tels que nous sommes. Nous avons tous le pouvoir de construire notre propre famille de cœur, en nous entourant de personnes qui célèbrent sincèrement notre présence. Choisir la paix intérieure demande de lâcher prise sur des attentes blessantes pour faire place à une vie plus authentique. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir aux relations qui nourrissent réellement votre esprit. N'oubliez jamais que votre gentillesse et votre intégrité sont vos plus belles forces. Prenez soin de vous et protégez toujours votre tranquillité d'esprit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.